Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Réouverture ce matin à Dakar du procès de l'ancien président tchadien, le procès de l'ancien autocrate du Tchad, Hissène Habré, loin des chambres de la Cour pénale internationale de la Haye. Le symbole est fort pour les victimes de celui qui fut au pouvoir au Tchad de 1982 à 1990 et c'est le couronnement de 20 années de lutte acharnée contre l'impunité. Mais ces avocats parlent de parodie de justice et continuent de boycotter la salle d'audience. Leur dernier communiqué ici résumé par Pape Charsila. Habré ne reconnaît ni les chambres africaines extraordinaires, ni les avocats commis d'office qu'il a refusé de recevoir, qui ne sont là que pour sauvegarder les apparences d'une parodie de justice et qui ne sauraient prendre la parole contre sa volonté. Et d'autre part, Hissène Habré réaffirme que ses seuls avocats sont Maître Ibrahima Diawara et François Serre. Voilà qui est dit, et à tous ceux et celles qui sont dans les dispositions de leur prêter oreille attentive, les avocats du président Habré confirment ces instructions de leurs clients. Dans le même communiqué, les avocats de Habré prennent acte de ce que le Conseil de l'ordre rappelle, que la stratégie de défense de l'accusé est un droit et il peut décider de ne pas s'exprimer. Tout comme lui-même, et ses avocats peuvent ne pas être présents au procès. Que la commission d'office ne saurait justifier de plaider contre la volonté de l'accusé. S'agissant de leur constitution, les avocats du président Habré entendent rappeler qu'ils ont été constitués par le président dès son inculpation. Que cette constitution est parfaitement connue des chambres africaines extraordinaires, qu'ils ont été d'ailleurs convoqués lors d'une audience préliminaire à l'occasion d'un interrogatoire d'identité du président et que cette constitution a bien été actée par le président des chambres africaines. En ce sens, précise toujours le communiqué, la loi qui gouverne la constitution des avocats en matière criminelle a bien été respectée. Pour dire que cette constitution se suffit à elle-même et ne saurait être contestée. Merci à Pape Charsila. Parlons de tout à fait autre chose. C'est officiel, l'avion de la compagnie Sénégal Air a été percuté en plein vol par un autre avion de la compagnie équato-guinéenne Seiba. Et les recherches se poursuivent pour retrouver les restes de l'avion qui avait à bord 7 personnes, dont 3 Sénégalais. L'avion donc a disparu ce week-end. Birane Touré. Comme une coïncidence troublante, certes, mais pure coïncidence. Finalement, nos sources confirment ce que l'on craignait. L'avion de Sénégal Air a été touché par un autre avion, gros porteur de la compagnie équato-guinéenne Seiba International, qui a quitté Dakar 30 minutes avant la disparition du petit aéronef en direction de Cotonou, au Bénin. L'avion a en plein vol percuté quelque chose, obligeant le commandant de bord à atterrir à Malabo, en Guinée équatoriale, pour des raisons de sécurité et techniques. En fait, le quelque chose se trouve être l'avion recherché depuis hier par les autorités de l'aviation civile. L'avion de Sénégal Air, avec à son bord 7 passagers, a, selon toute vraisemblance, été dévié de sa trajectoire après avoir été touché en plein vol par le gros porteur. Les 7 personnes qui étaient à bord sont toujours recherchées et l'épave de l'avion aussi, de même que les 2 boîtes noires dont sont dotés tous les avions et qui renferment toute conversation de l'avion autour de contrôle dans le cockpit et des éventuelles défaillances techniques des avions qui se rencontrent en plein ciel. C'est chose rare dans la mesure où le ciel a, comme les routes, ces policiers qui veillent à la bonne circulation des avions. La tour de contrôle qui suit et trace toutes les routes du ciel à l'aide de ceux que l'on appelle les aiguilleurs du ciel n'a apparemment pas reçu la bonne information. Défaillance technique ou humaine, là est la question. Justement, l'avion HS-125 n'a jamais foulé le tarmac de l'aérodrome de Tambacounda, mais il n'a fait que survoler la région. C'est la révélation faite par une source contactée par notre reporter qui séjourne présentement au Sénégal oriental. Et d'ailleurs, selon toujours d'autres responsables, cela fait des années qu'un avion de Sénégal Air n'a pas atterri dans la région. Et cette réponse est apportée donc par des sources contactées pour couper court aux rumeurs faisant état de l'existence du crash à Tambacounda. Suivons donc ce récit de Amar Diallo. La disparition mystérieuse et si rapide comme un éclair de l'avion HS-125 opérant pour Sénégal Air continue de défrayer la chronique. Les premières informations avaient fait état d'un crash de l'avion à Tambacounda
avant qu'un communiqué de l'Agence de l'aviation civile et de la météorologie ne vienne donner une autre information selon laquelle ce petit avion à bord duquel il y avait 7 personnes avait perdu contact avec la tour de contrôle de Dakar aux environs de 21h. Aussitôt l'alerte de détresse sonnée, une équipe de crise s'est réunie jusque tard dans la soirée. Depuis lors, les recherches se poursuivent. Mais selon une source contactée du côté de Tambacounda, cet avion qui avait quitté dans l'après-midi du samedi Ouagadougou a survolé la région vers 18h22. Il précise cependant, l'avion n'a pas appelé la tour de contrôle de Tambacounda. Il n'a jamais eu de contact avec cet avion en question. Il n'a pas fait crash dans la région. Il faut que ça soit clair et net. Nous avons entendu beaucoup de versions avant d'ajouter tout avion, avant de décoller à un plan de vol. Dans ce dit plan, le pilote et son équipe doivent choisir un aéroport de dégagement. Cette mesure vise à prendre les décisions idoines en cas de problème technique ou d'un déficit de kérosène. 3 choix se présentent en essayant de franchir l'espace sénégalais. Le pilote peut choisir comme aéroport de dégagement Tambacounda, Saint-Louis ou Ziguinchor. Un autre aiguilleur du ciel va plus loin pour affirmer que dans ces conditions, il sera difficile de retrouver l'avion. Si la tour de contrôle de l'aéroport l'a perdu à 111 km à l'ouest de Dakar. Les recherches doivent être donc focalisées sur l'axe Fatick-Mbour et Dakar sur la côte ouest. Une autre thèse peut être prise en considération car le pilote peut se perdre à cause d'une absence de visibilité dans le ciel. Ça peut arriver. Cette source de révéler que depuis des années, l'avion de Sénégal Air n'a pas atterri à Tambacounda. Avec cette disparition mystérieuse de cet avion, les recherches se poursuivent et les faites par le premier groupe de coordination et de recherche composé de la marine française et de l'armée de l'air. Merci à nos envoyés spéciaux à Tambacounda, Mamadou Amar Diallo et Gilbert Carvalho. À présent, parlons de politique. Le bureau du Parti socialiste a tenu hier sa 4e session interne. Au menu des débats, l'évolution de l'acte 3 de la décentralisation et plusieurs dysfonctionnements ont été notés, dont la mise en œuvre de la fonction publique locale qui tarde encore. Des recommandations ont été donc formulées. Compte rendu Abdoulaziz Sow Dabar et Pape Diagne. Socialiste à l'heure de l'évaluation de la phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation, 1 an après son entrée en vigueur. Nous ne disons pas que tout est bon, mais nous ne disons pas que tout est mauvais. J'ai dit que c'est un processus, et un processus dynamique qu'il faut donc à tout moment approfondir. Le statut de l'élu local foulé aux pieds selon le maire Abdoulaye Wilane, la mise en œuvre de la fonction publique locale qui tarde toujours, des ressources humaines insuffisantes, autant d'insuffisances identifiées. Le manque de ressources, c'est-à-dire les moyens financiers. Avant l'entrée en vigueur de l'acte 3, la plupart des collectivités locales qui sont quasiment en état de cessation de paiement ont des charges nouvelles, mais n'ont pas des ressources qui leur permettent de les prendre en charge. Et il y a même des communes qui ne peuvent plus payer des salaires. Des solutions ont été préconisées, des recommandations formulées pour corriger ces faiblesses et améliorer la situation des collectivités locales. De voir comment régler cette distorsion entre les charges et les moyens qui puissent permettre donc de prendre en charge notamment les charges de personnel et de fonctionnement. Plus maintenant le statut de l'élu local, la fonction publique locale, une meilleure réforme au niveau territorial avec les pôles territoires, je pense qu'on peut améliorer le contenu donc de l'acte 3. Des solutions qui, selon le secrétaire général du PS, pourraient inspirer le gouvernement dans la préparation de la 2e phase de l'acte 3 de la décentralisation. La jeunesse républicaine de Pikine au diapason de la politique de solidarité du président Macky Sall et 46 millions de francs CFA sont dégagés pour assister les populations des 16 communes de Pikine en kit d'hygiène pour faire face aux maladies hydriques. La Cogère donc de Pikine a entamé son projet Artamagor avec émergence à Guinaw Rail Sud dirigé par un libéral pour montrer que cet élan de solidarité est loin de la politique. Ousmane Baldi, membre de Cogère de Pikine, ici avec Nanko Bakayoko. Nous avons compris aujourd'hui qu'en période hivernale, des fois il y a des problèmes, des eaux stagnantes, des carnivores qui sont bouchés. Il y a aussi le paludisme qui est franchement récurrent ici dans la banlieue. Donc on s'est dit que cette année, nous, en tant qu'acteurs politiques et aussi acteurs de développement, on va venir en aide aux populations pikinoises en les accompagnant avec du matériel, c'est-à-dire des moustiquaires, des détergents,
des hydrocureurs qui étaient là et du savon et des désinfectants. Nous allons sillonner les 16 communes d'arrondissement. Vous savez, l'APR a gagné que les 6 communes d'arrondissement. Là où on est, là où on a débuté, le maire n'est pas de l'APR, mais on est là aujourd'hui. Donc ça montre que c'est un projet humanitaire. Autre information, appel d'offres lancé le 5 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale pour la fourniture de 97 véhicules. CCBM accusé d'avoir falsifié des spécifications techniques avec la complicité de la division régionale des transports terrestres de Dakar. Et CCBM donc rejette ces accusations rendues publiques ce week-end par la presse. Et dans une rencontre hier à Rufisque, le DG et son équipe ont brandi des papiers prouvant qu'ils n'ont ni de près ni de loin mêlé à une quelconque fraude pour gagner ce marché. C'est un contrat signé Mambel Ndiaye. En fait, des contrats de restructuration que nous sommes en train de faire avec une certaine partie de notre personnel, avec l'inspection du travail. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un moment où, par rapport aux investissements que nous avons faits, et par rapport à l'apport et au soutien qu'on devait attendre des pouvoirs étatiques, non seulement nous les voyons pas, nous avons du mal à rentabiliser, parce qu'aucune industrie au monde ne peut se développer sans l'administration, sans les commandes publiques. Le mois de juin au mois d'août, nous avons libéré plus de 70 personnes. Parce que simplement, nous avons voulu être responsables. Garder les personnes en sachant qu'à la fin du mois, vous ne pouvez pas leur payer les salaires. Nous avons préféré, aussi dur que cela soit, de s'asseoir avec eux, de négocier des contrats à l'amiable et de leur payer leurs droits en attendant des lendemains meilleurs peut-être pour les faire devenir. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le groupe est en train de traverser des difficultés. Et je ne fais pas dans la langue de bois. Aujourd'hui, certains de nos collaborateurs, jusqu'à présent, pour certains, n'ont pas encore reçu leur salaire. Et c'est la vérité. Voilà, donc c'était ici le directeur de CCBM qui, à l'occasion de cette rencontre, a tiré sur la sonnette d'alarme. Selon Babacar Gaye, les agissements contre CCBM plongent l'usine au fond du gouffre et l'État ne fait rien pour les aider. Le DG donc de révéler que ne pouvant plus honorer ses engagements. 70 employés ont été licenciés au moment où d'autres peinent à percevoir leur salaire. Donc ce compte rendu de Mambel Ndiaye, certainement vous pourrez le suivre dans nos prochaines éditions. À présent, parlons sport, basketball. Ibrahima Diagne, le président de la section de basket du Jaraaf de Dakar, et le nouveau président de la Ligue de Dakar de la discipline pour un mandat de 4 ans. Il est élu donc à l'issue d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée hier dans les locaux de la Ligue de Dakar à Marius Ndiaye. Il obtient à 39 voix sur les 39 clubs représentés. Compte rendu à Chakamara Ousmane. Après 2 ans de normalisation, la Ligue de Dakar de basketball a installé son bureau fédéral. Une assemblée générale au cours de laquelle le consensus a prévalu. Nous avons eu des travaux très consensuels avec l'élection d'un seul candidat qui s'est déclaré, qui a été élu par acclamation presque, parce que 39 voix sur 39. Donc voilà, c'est une bonne élection qui s'est déroulée dans un cadre très agréable. Nommé pour un mandat de 4 ans, Ibrahima Diagne se réjouit de la confiance de ses pairs. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu avoir un président consensuel, un comité directeur consensuel, tout ça voté à l'unanimité, et un bureau aussi consensuel. Donc je pense que ça présage quand même ça présage des lendemains meilleurs, parce qu'aujourd'hui l'ensemble des clubs de Dakar sont mobilisés pour quand même poursuivre le travail qui a été entamé par le comité régional. Venu présider l'Assemblée générale, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball promet le soutien de la fédération. La Ligue régionale de Dakar ne peut pas être comparée aux autres des régions de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la région de Dakar, nous comptons 37 clubs. Et dans les autres régions, vous en avez que 5 ou 2. Donc ce sera une discrimination peut-être positive. Ainsi, Ibrahima Diagne succède à Serigne Mbaye, ancien président du comité de normalisation régionale de Dakar de basketball. Le bureau prendra ses fonctions dans une semaine. Élu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Ligue de Dakar, Ibrahima Diagne a décliné sa feuille de route axée donc sur les fondamentaux du basketball et la formation de la petite catégorie pour mieux manager la Ligue de Dakar. Ibrahima Diagne ici avec Aïcha Kamara. Parce que nous ne voulons pas aujourd'hui venir proposer un programme d'Ibrahima Diagne. Non, nous voulons un programme de tous les acteurs
du basket. C'est ça notre objectif et nous comptons à partir du mois d'octobre lancer ce processus. Essentiellement, nous voulons faire revenir comme les fondamentaux parce que nous considérons comme la mission de la Ligue, c'est moins d'organiser des compétitions parce que organiser des compétitions, on sait les faire. Je pense que le comité régional de Normal a fait organiser quand même à la satisfaction de tout le monde quand même des compétitions, Coupe IAM, Coupe Arc-en-Ciel, Coupe Saint-Michel, Coupe du Maire. On sait les organiser. C'est pas ça où on nous attend. Je pense aujourd'hui ce que nous attend, c'est que quand même les gens sont nostalgiques des fondamentaux. J'ai discuté avec beaucoup de pays, ils disent qu'ils se rappellent du curriculum, du petit basket, du basketteur, mini basket, la formation. Parce qu'aujourd'hui on considère quand même que le niveau du basket sénégalais quand même au-delà quand même des personnes qui nous viennent des championnats extérieurs, quand même le niveau local reste encore à améliorer. Voilà, c'est avec ce mot sport que nous refermons ce journal à vous tous. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mambengak, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'était le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Vous revenez maintenant à la petite journée. Au revoir.